Salut tout le monde, ce soir nous allons plonger dans un sujet aussi délicat que fascinant, ce qu'il advenait des femmes qui refusaient de se marier au Moyen Âge. Vous êtes dans un petit village de campagne, quelque part entre le royaume de France et les terres du Saint-Empire romain germanique. Le pain est noir, la soupe est claire, et les attentes sociales sont aussi épaisses que la boue dans les rues. Vous marchez doucement, le pas traînant, la capuche rabattue sur la tête. Ce n'est pas tant la pluie que vous craignez, mais les regards. Car vous, femme dans la fleur de l'âge, vous n'êtes ni mariée, ni fiancée, ni même intéressée. Et ça, ici, c'est suspect. Les veuves sont tolérées. Les épouses sont la norme. Mais une femme adulte, seule et par choix, autant porter une pancarte indiquant « Je suis peut-être une sorcière » ou pire, indépendante. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et pendant que vous y êtes, dites-moi en commentaire où vous écoutez cette histoire et à quelle heure. Je suis toujours curieux de savoir si vous êtes dans un lit douillet à Bruxelles, sur un canapé à Montréal ou enroulé dans une couverture à Lyon. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous vivez dans une chaumière au mur de torchis, couverte d'un toit de chaume qui grince à chaque coup de vent. Vous avez vos poules, votre potager, et cette étrange capacité à vous suffire à vous-même. Une hérésie silencieuse, aux yeux des anciens du village. Vous êtes poli, certes, vous participez aux processions, mais vous ne regardez jamais les jeunes hommes quand ils passent. Vous ne rougissez pas à la foire, et cela, ça dérange. Un fait historique majeur à connaître ici. Dans de nombreuses régions médiévales d'Europe, les femmes non mariées adultes étaient si rares qu'on les considérait avec une méfiance croissante. Le mariage n'était pas seulement une affaire de sentiment ou d'honneur familial, c'était un rouage économique. Vous étiez censé fournir de la descendance, de la main-d'œuvre, et, soyons honnêtes, un héritier ou deux, si votre mari possédait une vache ou un champ. Mais vous restez là, vous filez la laine, vous vendez un peu d'onguent aux villageois enrhumés, vous survivez. Et ça, c'est déjà trop. Un matin, alors que vous vous apprêtez à aller chercher de l'eau à la fontaine, vous remarquez que 2 enfants vous regardent en chuchotant. Rien d'anormal, sauf qu'un d'eux vous fait un petit signe de croix en cachette. Charmant. Il paraît que sa tante l'a prévenu de ne pas vous parler, au cas où vous donneriez le mauvais œil à sa mère enceinte. Vous levez les yeux au ciel. Pour la 3e fois aujourd'hui. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces femmes non mariées étaient réellement plus nombreuses qu'on ne le croit, ou si c'est le silence des archives qui a effacé leurs traces. Beaucoup vivaient simplement en marge, ni vraiment intégrés, ni totalement exclus. Une sorte d'existence floue entre tolérance tacite et suspicion rampante. Vous entrez dans l'église, pour la forme, le prêtre vous regarde longuement pendant le sermon. Il parle du mariage comme d'un sacrement sacré. Il évoque Ève et Marie. Il insiste beaucoup sur le rôle de la femme comme épouse fidèle et mère féconde. Puis il ajoute une petite phrase apparemment anodine. Celle qui refuse l'ordre naturel de Dieu se place en dehors de sa grâce. Subtil. Mais tout le monde comprend. Une vieille dame devant vous se penche vers sa voisine et murmure « Il parle sûrement de celle qui vit près des ormes. » C'est vous, bien sûr. Les ormes sont littéralement votre haie. Vous respirez profondément. Vous vous demandez si l'on est rebelle ou si c'est juste le résultat d'un trop plein de sermons mal dissimulés. L'anecdote marginale du jour, dans certains villages allemands, des coutumes impliquaient de faire asseoir les femmes non mariées sur une chaise bancale pendant les festivités pour équilibrer leur karma conjugal, soi-disant. Drôle de manière de faire la fête, vous préférez votre tabouret stable et votre tranquillité. À la sortie de la messe, une femme d'âge mûr, autrefois votre amie d'enfance, vous glisse quelques mots. « Tu sais, mon cousin cherche toujours une épouse. Il est doux. Il boite un peu, mais... » Vous la remerciez poliment. Vous ne dites pas ce que vous pensez, que vous préférez encore une vie à parler aux poules plutôt que d'épouser un homme qui considère le bain comme une superstition romaine. À la nuit tombée, vous fermez la porte de votre maison avec soin. Vous regardez les flammes danser dans l'âtre. Vous repensez à la voisine qui vous a dit que, selon certaines croyances, les femmes non mariées attirèrent les esprits. Vous haussez les épaules.
Si un esprit veut vous aider à balayer le sol, vous êtes preneuse. Et pendant que vous vous allongez sous votre couverture en laine, un léger sourire aux lèvres, une dernière pensée vous effleure. Peut-être que votre vie n'est pas si étrange, peut-être qu'il y en a eu d'autres comme vous, des femmes qui ont préféré l'indépendance au confort social, qui ont choisi la solitude plutôt que la soumission. Elles n'ont peut-être pas laissé de traces dans les livres d'histoire, mais dans le silence de la nuit, elles vous semblent plus proches que jamais. Vous êtes encore éveillé. Le feu crépite doucement dans l'âtre, et la pluie fine tambourine contre le toit de chaume comme un vieux tambour paresseux. Vous repensez à cette journée ordinaire, et pourtant, derrière chaque sourire pincé, chaque murmure glissé derrière un torchon, se cache une vérité plus vaste. Ce n'est pas vous qu'ils craignent, au fond. C'est ce que vous représentez, une femme qui dit non, une femme qui n'a pas besoin. Et dans ce monde, cela fait de vous une anomalie, ou, selon les termes médiévaux, une vieille fille. Oui, le mot existait déjà, en diverses formes, vieille, même à 30 ans, fille, comme si vous n'aviez jamais atteint la dignité de femme, pas mariée, donc incomplète, et, dans la bouche de certains, presque suspecte. Il est fascinant, ou franchement irritant, de voir combien de mots ont été inventés pour décrire les femmes non mariées. Gardeuse de grenier, tante à jamais, guetteuse de lune, et votre préférée personnelle, mangeuse de solitude. À croire que toute votre existence se résume à une anomalie linguistique. Et ce n'était pas qu'une question de vocabulaire. Les mots faisaient mal, ils collaient à la peau, comme une mauvaise odeur. Une femme seule, c'était une femme à surveiller. Elle pouvait avoir des idées sans autorisation conjugale. Le fait historique marquant ici, c'est que ces étiquettes n'étaient pas que des insultes en l'air. Elles avaient du poids social. Dans certaines paroisses rurales d'Angleterre, par exemple, une femme célibataire pouvait être exclue des œuvres charitables locales, même si elle était plus pauvre qu'une veuve. Dans d'autres cas, on lui interdisait de posséder certaines terres ou de se rendre seule au marché. Vous étiez perçu comme instable, déloyal au tissu social. Après tout, si vous refusiez de jouer votre rôle dans la comédie matrimoniale, comment pouvait-on vous faire confiance pour autre chose ? Une anecdote délicieusement absurde remonte à un petit village du sud de la France, où une femme nommée Isabeau fut accusée non pas de sorcellerie, mais de retarder les récoltes par sa présence morose. Oui, vous avez bien entendu, elle ne chantait pas assez en passant devant les champs, trop silencieuse, trop sérieuse, trop... Vous ? Les historiens se disputent encore pour savoir si ces cas reflètent une hostilité généralisée ou s'ils étaient les excès d'une minorité hystérique. Pas vous cette fois, eux. Ce qui est sûr, c'est que même les archives, pourtant pleines de procès et d'inventaires, peinent à restituer l'expérience quotidienne de ces femmes. Elles glissent entre les lignes, invisibles mais omniprésentes, un peu comme l'ail dans une soupe médiévale, indispensable mais toujours subtile. Vous sortez un instant, enroulé dans un vieux châle. L'air sent la terre mouillée et la nuit bruisse de bêtes invisibles. Au loin, une chouette ulule. Vous aimez ce moment. Le monde dort. Il ne vous juge plus. Le village oublie que vous êtes célibataire. Vous êtes juste une silhouette tranquille sous les étoiles. Mais même les étoiles ne suffisent pas toujours à éteindre les regards. L'autre jour encore, à la taverne, 2 hommes ont chuchoté que vous deviez sûrement cacher un amant. Ou un démon familier, parce qu'évidemment, seule personne ne peut l'être vraiment. On vous préfère perverse que paisible. L'idée qu'une femme puisse être simplement bien avec elle-même. Disons que ce n'est pas dans les bestiaires officiels. Ah, ces bestiaires. Vous vous souvenez de ce vieux manuscrit que le prieur avait montré à la foire annuelle. Une licorne pour symboliser la pureté, un renard pour la ruse, et une femme non mariée représentée comme une chèvre noire perchée sur un rocher. Est-ce que c'était censé être subtil ? Vous souriez malgré vous. C'est parfois à travers ces absurdités que vous trouvez la force de continuer. Et puis, vous n'êtes pas totalement seul. Il y a la veuve Margriette qui vous donne des châtaignes en cachette. Il y a la petite Reynelde qui vous demande toujours de lui raconter des histoires en revenant de l'école paroissiale. Et même le vieux chien du forgeron semble vous préférer à son maître. Bon, il vous lèche les pieds sans raison, mais c'est probablement de l'affection. Un jour, au marché, une femme âgée venue d'un autre village s'approche de vous. Elle a les cheveux blancs tressés serrés et un regard vif.
Elle vous dit, en tendant un sac de graines, « Je suis restée seule aussi. 50 ans. J'ai appris à faire pousser des choses que personne d'autre n'arrive à faire. Les hommes s'épuisent, les enfants partent, mais la terre, elle, écoute. » Elle vous laisse le sac et repart comme elle est venue. Un peu comme un personnage sorti d'un rêve. Vous plantez ces graines le lendemain, juste pour voir. Et cette nuit-là, en fermant les yeux, vous vous demandez ce qu'on dira de vous dans 100 ans. Peut-être qu'un jour, quelqu'un inventera une histoire sur une femme qui vivait seule, près des ormes, et qui parlait aux graines. Une histoire étrange, pas vraiment effrayante. Une histoire douce, peut-être même apaisante. Et si personne ne raconte cette histoire, tant pis. Vous l'aurez vécue. Ce matin-là, vous vous réveillez au chant grinçant du coq de votre voisin. Il est en avance, comme toujours, et particulièrement faux. Vous avez connu des crécelles plus mélodieuses, mais ce n'est pas ça qui vous fait froncer les sourcils. C'est le souvenir de cette phrase entendue la veille sur la place du village. Le bailli veut mettre fin à la paresse des femmes libres. Vous, c'est de vous qu'il parle, et de quelques autres. Le mot paresse est intéressant ici. Il ne désigne pas l'oisiveté. Vous travaillez plus que la moitié des foyers réunis, mais votre refus obstiné de vous marier, de servir l'ordre établi. C'est une paresse morale, une négligence du devoir, et dans la bouche d'un notable, ça sent la menace. Vous vous rendez donc, l'air de rien, à la maison de justice du bourg voisin. Pas pour être jugé, non. Juste pour vous informer. Disons que c'est de la curiosité civique. Vous apprenez qu'un nouveau règlement est en cours de rédaction. Il vise à encourager le mariage des femmes majeures âgées de plus de 25 ans. Encourager, ici, signifie amende, travaux communautaires, ou, dans certains cas, réquisition par le seigneur local pour des tâches dites d'utilité publique. Vous commencez à envisager une stratégie, car la loi, au Moyen Âge, ce n'est pas seulement ce qui est écrit, c'est ce qui est appliqué, et surtout à qui. Le fait historique majeur ici, c'est que dans de nombreuses régions d'Europe médiévale, il existait bel et bien des pressions légales pour forcer les unions. En Bourgogne, par exemple, certaines chartes prévoyaient que les femmes célibataires devaient soit se marier dans un délai de 3 ans, soit quitter la paroisse. En Italie du Nord, quelques villes allaient jusqu'à publier les noms des femmes non mariées dans les registres municipaux, à la rubrique « inconvenante ». Et oui, vous y auriez probablement figuré en italique. Mais vous n'êtes pas sans ressources, une vieille amie, enfin une connaissance vaguement sympathique, ce qui revient à peu près au même par ici, vous signale qu'on peut obtenir une dispense, une lettre officielle d'un évêque ou d'un seigneur compatissant expliquant que votre célibat est volontaire, mais moralement acceptable. Genre, vous êtes une recluse pieuse, ou une bienfaitrice discrète, ou les deux si vous savez jongler avec les chandelles et les donations. Vous envisagez de feindre un vœu de chasteté. Le problème, c'est que cela implique de vous présenter comme une sorte de sainte en puissance. Et franchement, vous aimez un peu trop le fromage fort et les siestes au soleil pour entretenir cette réputation. Mais d'autres femmes l'ont fait. Certaines même avec succès. L'anecdote insolite du jour nous vient d'une certaine Hildelinde, en Westphalie, qui fit croire qu'elle recevait des visions nocturnes. En réalité, elle parlait à sa chouette domestiquée. Elle parvint ainsi à obtenir un terrain gratuit pour prière et recueillement. À la mort de l'évêque, elle vendit le terrain au marché aux cochons. Légende ou non, on admire l'audace. Vous n'avez pas de chouette, juste un hérisson qui vous rend visite parfois, mais il n'est pas très prophétique. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces lois anti-célibat étaient strictement appliquées ou si elles servaient surtout de levier moral. Il est probable que dans les villes plus surveillées, elles avaient un impact réel. À la campagne, c'était plus diffus, ce qui ne les rendait pas moins oppressantes. Il suffisait qu'un sergent local ait eu une mauvaise journée pour qu'il décide de corriger les rebelles. Et vous êtes, à ses yeux, une rebelle. Une silencieuse, une discrète, mais une rebelle tout de même. Alors vous commencez à accumuler des petits papiers, des attestations de services rendus, une lettre d'une veuve affirmant que vous l'avez soignée, un mot du forgeron, en échange de quelques œufs, confirmant que vous avez aidé à surveiller ses enfants. Vous créez votre propre bouclier bureaucratique, une contre-archive. Car si la loi veut vous marier, vous opposerez des preuves d'utilité. Vous devenez stratégique. Une chose étrange se produit.
Les gens commencent à vous parler autrement. Le respect silencieux remplace la moquerie ouverte. Peut-être qu'ils admirent votre ténacité, ou qu'ils sentent l'odeur du pouvoir administratif dans vos poches. Toujours est-il qu'un matin, le bailli lui-même vous adresse un hochement de tête. Il ne sourit pas. Mais il ne fronce pas non plus les sourcils, ce qui, pour lui, est l'équivalent d'une lettre d'amour. Vous avez gagné un peu de répit. La menace est toujours là, tapie derrière les parchemins. Mais elle n'a plus de dents, pour l'instant. Vous rentrez chez vous avec un petit paquet de semences et une belle ironie en tête. Il a fallu mentir un peu, manipuler un peu plus et vous présenter comme utile à la communauté pour justifier de vouloir rester seul. Mais qu'importe, vous avez préservé votre espace, votre temps, votre silence. Et tandis que la nuit retombe sur votre chaumière, que le vent fait bruisser les herbes folles autour de vos fenêtres, vous pensez aux autres, à celles qui n'ont pas pu ruser, à celles qu'on a forcées, à celles dont le nom n'a même pas été inscrit dans les marges. Peut-être qu'en résistant un peu plus longtemps, vous écrivez quelque chose pour elles, même si ce n'est que dans le cœur d'une chouette imaginaire. Le dimanche arrive, avec sa procession rituelle de cloches trop enthousiastes et de paroissiens vaguement réveillés. Vous traînez les pieds jusqu'à l'église, plus par habitude que par foi débordante. L'encens flotte déjà dans l'air, comme une brume parfumée à la culpabilité, et vous vous glissez sur le banc du fond, là où personne n'ose trop vous regarder, là où vous pouvez somnoler sans culpabiliser. Enfin, presque. Le prêtre monte en chair. Il s'éclaircit la gorge avec une lenteur dramatique et commence ce que vous savez déjà être un chef-d'œuvre de sermon passif-agressif. Le thème du jour, la vertu des femmes obéissantes. Tiens donc, le fait historique marquant, c'est que dans l'Europe médiévale, l'Église catholique était l'un des piliers les plus puissants de la norme matrimoniale. Le mariage n'était pas seulement une coutume sociale, mais un sacrement, une obligation morale, presque une vocation divine pour les femmes. Être une épouse vertueuse, c'était accéder à la sainteté par la cuisine, la lessive et l'acceptation silencieuse. Mais vous n'avez pas coché cette case. Vous avez refusé, par choix ou par circonstance, et cela fait de vous une irrégulière dans un monde où l'Église adorait les cases bien remplies. Le curé cite longuement saint Paul. Il parle de la femme pieuse comme d'un reflet de l'homme, humble dans sa conduite, utile dans sa mission. Vous regardez fixement une fissure dans le mur. Elle ressemble un peu à un petit dragon. C'est plus engageant que le reste de l'homélie. Puis, sans même prendre le temps de respirer, il lâche une phrase qui vous fait lever un sourcil. Les femmes qui refusent le mariage se ferment à la grâce et tombent dans l'orgueil, mère de tous les vices. Eh bien voilà, l'attaque n'est même plus voilée. Vous imaginez presque un doigt pointé vers vous à la fin de la phrase. C'est amusant, ou plutôt pathétiquement prévisible, ce retournement de la vertu. La chasteté est une valeur, bien sûr, mais seulement si elle est institutionnalisée. Une vierge mariée, excellente. Une vierge par choix personnel, dangereuse. Un paradoxe médiéval. On valorisait Marie, mère de Dieu, et dans le même souffle, on condamnait toute femme qui voulait l'imiter, sans homme dans l'équation. Les historiens se disputent encore pour savoir à quel point les prêches influençaient réellement la vie quotidienne des fidèles. Certains avancent que la majorité du peuple, analphabète et préoccupé par les récoltes, écoutait à moitié. D'autres soutiennent que les paroles du curé, répétées chaque semaine, façonnaient profondément les normes de genre. Dans votre cas, c'est plutôt une musique d'ambiance anxiogène. Après la messe, alors que tout le monde traîne un peu sur le parvis pour bavarder et juger, une femme du village, Berthe, la bouchère, une langue bien pendue, vous approche. Elle parle fort, comme toujours. Vous avez entendu ce que le père Guillaume a dit ? Vous hochez la tête, prudemment. Eh ben moi je dis, il a raison. Il y a des femmes qui veulent pas remplir leurs devoirs. Mais elles veulent les privilèges, hein ? Le marché, la taverne, le four du village. Ah, le four du village, l'arme ultime. Si vous êtes jugé indigne, on peut vous refuser l'accès au four communal. Une condamnation gastronomique. Votre pain devient caillou. Votre dignité, pâte crue. Vous répondez doucement « J'ai toujours payé ma part, Berthe. Et mon pain ne dérange personne. » Elle vous fusille du regard, mais ne trouve rien à redire. Elle tourne les talons avec un bruit de jupon offensé. L'anecdote du jour,
c'est celle d'un prêtre anglais du XIIIe siècle qui rédigea une lettre de recommandation pour une femme non mariée, uniquement parce qu'elle lui avait fabriqué un excellent onguent contre les hémorroïdes. Comme quoi, les voies du Seigneur sont parfois pragmatiques. Vous rentrez chez vous plus vite que d'habitude. Vous avez l'étrange sensation d'avoir été jugée, pesée et trouvée spirituellement déficiente. Pourtant, vous ne ressentez aucune honte, juste une sorte de fatigue. Pas la fatigue du corps, non, celle de devoir toujours justifier ce que vous n'êtes pas. Et là, tandis que vous enlevez vos chaussures poussiéreuses, une idée vous traverse l'esprit. Pourquoi ne pas écrire une prière? Une fausse, bien sûr, une sorte de satire douce. Vous prenez un morceau de parchemin et commencez à griffonner. Seigneur, délivre-nous des maris bruyants, des sermons moisis et des voisines inquisitrices. Donne-nous des poules dociles, des plantes généreuses et le droit sacré à une solitude choisie. Amen. Ce n'est pas canonique, mais c'est libérateur. Ce soir-là, vous ne priez pas. Vous regardez le feu mourir lentement dans l'âtre en écoutant le bois craquer. Vous pensez à toutes ces femmes dont le nom n'est jamais gravé sur les pierres tombales. Celles qu'on appelait rebelles, orgueilleuses, stériles dames. Vous vous demandez si elles riaient parfois en cachette, si elles écrivaient aussi, dans un coin de torchon, une prière pour survivre au regard. Et vous vous endormez, un sourire au coin des lèvres, avec une pensée rassurante. Parfois, ne pas entrer dans les cases, c'est la seule façon de laisser une trace. Le lendemain, le village s'agite plutôt que d'habitude. Quelqu'un a volé une poule. Une poule, oui. Ce n'est ni dramatique ni rare, mais cela suffit pour que les commères se mettent en branle. En moins d'une heure, l'histoire prend des proportions mythologiques. La poule s'est envolée, c'est peu probable. Elle s'est changée en démon, encore moins probable. Ou elle a été attirée par une femme aux pratiques douteuses. Et là, tous les regards se tournent lentement vers vous. Car oui, dans une communauté où tout le monde s'observe, où les maisons sont collées comme des secrets mal rangés, une femme célibataire est comme une tache d'encre sur un parchemin propre. On ne peut pas s'empêcher de la fixer. Le fait historique du jour, c'est que la rumeur au Moyen-Âge n'était pas simplement un bruit de fond social. Elle avait un vrai pouvoir. Elle faisait et défaisait les réputations. Dans les tribunaux, le témoignage collectif informel, aussi appelé fama publica, pouvait suffire à enclencher une enquête, voire une condamnation. On n'avait pas besoin de preuves matérielles, juste de bruits persistants. Et ces bruits, ce matin, vous collent à la peau comme une sueur tenace. Vous entendez deux voisines chuchoter près du puits. Elles n'essaient même pas d'être discrètes. C'est étrange, quand même, que ce genre de choses arrive toujours près de chez elles. Et puis cette façon qu'elle a de parler aux plantes et son hérisson. Ah, le hérisson, toujours lui. Vous continuez à remplir votre seau, lentement, très lentement. Vous pensez à votre liste de choses à faire aujourd'hui. Y inscrire « réhabiliter ma réputation » est tentant, mais peu réaliste. Car ce n'est pas une simple question d'image, c'est une mécanique sociale. Et vous êtes devenu, malgré vous, un point de cristallisation, le centre d'un besoin collectif d'exutoire. Le problème, voyez-vous, ce n'est pas que vous êtes différente, c'est que vous n'offrez aucun récit rassurant pour l'expliquer. Vous n'êtes pas une noble recluse, vous n'êtes pas une sainte, vous êtes juste, vous, autonome, indéfinissable, donc suspecte. Les historiens se disputent encore pour savoir si les rumeurs visant les femmes célibataires relevaient plus du mythe de la sorcière ou d'un besoin de régulation sociale. Probablement un peu des deux. Quand la structure patriarcale ne peut pas vous punir juridiquement, elle vous fragilise symboliquement. Une façon de dire « nous ne comprenons pas ce que tu es, donc tu dois être un problème ». L'anecdote du jour nous vient d'un petit bourg flamand où une femme célibataire fut accusée d'avoir provoqué une sécheresse parce qu'elle refusait de se marier. On dit qu'elle passait trop de temps dans son potager à aspirer la pluie pour elle seule. Aucun rapport météorologique ne vint infirmer cette théorie. De votre côté, la météo est plutôt humide. Vous marchez dans la boue avec votre seau d'eau et vous sentez les regards peser sur votre nuque comme un bonnet trop serré. Mais vous avez vos armes. Pas des sortilèges, hélas, des choses plus discrètes. Le bon pain que vous donnez à la vieille Gervaise, les herbes que vous offrez à la jeune mère du boulanger pour son nourrisson coliqueux. Vous tissez patiemment un filet de liens humains, un réseau de petites bontés. Pas assez solide pour vous protéger des rumeurs,
mais suffisant pour faire hésiter. Un après-midi, la bouchère Berthe, oui, encore elle, vient frapper à votre porte. Vous pensez d'abord qu'elle vient vous accuser de quelque chose de nouveau. Une disparition de radis, peut-être? Mais non. Elle a un souci avec sa cheville, une entorse, et elle sait que vous avez un cataplasme au plantain qui a soulagé la veuve Margriette en 3 jours. Vous la soignez, silencieusement, et au moment de partir, elle lâche un peu à contre-cœur. Peut-être que vous êtes bizarre, mais vous êtes utile. Un compliment local. Vous notez cela dans un coin de votre esprit. Ce soir-là, vous vous installez devant l'âtre avec un sentiment étrange, pas tout à fait du soulagement, mais un léger desserrement, comme si, à force de résistance passive, vous aviez gagné un minuscule droit à l'excentricité. Et vous vous souvenez d'une histoire entendue dans votre enfance, une femme qui vivait seule dans les bois et qu'on disait capable de parler aux loups. Les enfants allaient à la voir pour des bonbons. Les adultes faisaient semblant de la craindre. Un jour, un incendie frappa le village, et c'est elle qui sauva les archives de la paroisse. Depuis, elle était appelée la tante du feu. Peut-être que vous êtes, sans le savoir, la tante de quelque chose? Ce matin, l'air est plus frais. Une fine brume couvre le sentier, comme une couverture mouillée oubliée sur la campagne. Vous remontez votre châle sur vos épaules et contemplez le champ voisin, déjà animé par les cris des enfants et le bêlement des chèvres. Vous soupirez. Aujourd'hui, vous pensez sérieusement à une idée qui vous traverse l'esprit depuis des mois. Partir, mais pas fuir. Partir pour rejoindre un couvent. Pas celui qui sent la cire froide et la soupe trop claire, non. Un couvent avec un peu de jardin, une infirmerie modeste, peut-être même un petit scriptorium, si vous avez de la chance. Vous avez entendu dire que certaines abbayes acceptent les femmes sans dot, à condition qu'elles sachent lire, soigner, ou, et c'est votre cas, préparer des infusions qui calment les maux de ventre et les voisins agaçants. Le fait historique à retenir ici, c'est que le cloître, au Moyen-Âge, était l'un des rares refuges pour les femmes qui refusaient la norme conjugale. Bien sûr, la vie monastique était exigeante, parfois rude, mais c'était aussi, pour beaucoup, une échappatoire aux obligations domestiques, à l'autorité masculine et à la surveillance constante du village. Ce n'était pas l'idéal romantique moderne, c'était du travail, de la discipline et très peu de fromage. Mais c'était un choix. Vous avez déjà visité un couvent une fois, vous vous souvenez encore de l'odeur des pierres humides, du pain cuit à la cendre et du silence épais comme une couverture. Pas pesant, non, apaisant. Personne ne vous y a demandé pourquoi vous étiez seul. On vous a offert une chaise, un bol et un psaume récité à mi-voix. C'était il y a 3 ans. Vous y pensez encore chaque fois que le monde devient trop bavard. Mais attention, intégrer une communauté religieuse n'est pas une solution magique. On vous y appelle sœur, certes, mais cela ne vous donne pas automatiquement un statut protégé, surtout si vous arrivez sans richesse ou recommandation. Certaines femmes passaient des années comme servantes dans les couvents avant d'être officiellement admises comme nonnes. Vous pourriez finir par récurer des carrelages sacrés sans jamais avoir le droit de prononcer vos vœux. Les historiens se disputent encore sur le degré de liberté réelle que le cloître offrait. Était-ce une autonomie spirituelle ou juste une autre forme d'enfermement, plus propre, plus silencieuse? Dans votre cas, l'idée d'un espace où personne ne vous demande « alors toujours pas marié » vaut presque tous les sacrifices. Vous en discutez discrètement avec la veuve Margriette. Elle hausse les sourcils. « Toi? Dans un couvent? Pourquoi pas? Et ton hérisson? Je l'emmène. S'il survit au silence. » Elle rit. Un vrai rire, rare, ça vous donne du courage. L'anecdote étrange du jour concerne justement une certaine sœur Griselda, dans un monastère allemand du XIVe siècle. Non contente de se consacrer à la vie religieuse, elle rédigeait des recettes de cuisine pour les maux du corps et de l'âme. On lui doit notamment une tarte aux prunes contre la nostalgie conjugale. Vous n'inventez rien. Le manuscrit existe encore, paraît-il, dans un fond oublié d'archives. Vous imaginez un instant votre vie là-bas. Vous vous levez à l'aube, mais sans avoir à éviter les rumeurs. Vous chantez des psaumes, vous recopiez quelques lignes en latin que vous comprenez à moitié. Vous préparez des sirops pour les sœurs âgées, vous arrosez les simples au jardin. Et le soir, au lieu de répondre au ragot,
Vous écoutez le vent frôler les murs épais du dortoir. Ce n'est pas une utopie, mais c'est une tranquillité organisée. Et peut-être, en vieillissant, est-ce ce que vous cherchez le plus. Cependant, vous hésitez, car malgré tout, votre maison est à vous. Le plancher grince à des endroits familiers, le feu s'y allume vite, le vent y siffle doucement sous la porte, comme un vieux compagnon de chambrée. Et puis, il y a Reynelde, la petite fille du boulanger, qui vous apporte parfois des croissants brûlés en échange d'une histoire sur les faits. Vous êtes prise entre deux formes de solitude, celle que vous maîtrisez et celle que vous pourriez peut-être sanctifier. Finalement, vous n'envoyez pas de lettre au couvent, pas encore. Vous la rédigez, vous la pliez, vous l'insérez dans votre livre de recettes entre le vin chaud anti-morosité et le bouillon à l'oignon diplomatique. Et vous vous dites que si un jour l'hiver devient trop long, trop froid, trop bruyant, alors vous irez. Non comme une fuite, mais comme une suite. Et ce soir, en préparant votre tisane de fin de journée, vous souriez à cette idée. Peut-être qu'un jour, dans un autre village, quelqu'un parlera de la sœur solitaire qui soignait tout le monde, sauf les conventions. Vous vous réveillez avec le soleil déjà haut, ce qui est rare. C'est le jour du marché, mais vous n'avez rien à vendre, pas cette semaine. Votre dernière récolte d'orties n'a pas aimé la lune pleine, ou peut-être est-ce le sol, ou votre humeur, ou le hérisson qui a décidé d'en faire son oreiller. Peu importe, vous prenez votre panier vide et vous y glissez votre petit carnet, celui dans lequel vous notez vos recettes, vos observations, et parfois des noms. Des noms de femmes, pas les grandes figures des livres d'histoire, les autres, les discrètes, les travailleuses, les marginales comme vous. Aujourd'hui, vous allez parler à l'apothicaire. Il vous doit quelques sous pour les racines de valériane de la semaine dernière. Vous espérez qu'il ne tentera pas de vous payer en conseils non sollicités sur l'hygiène conjugale. C'est arrivé? Oui. Une fois. Et la valériane a mystérieusement disparu de son étagère 2 jours plus tard. Étrange, vraiment. Le fait historique du jour, c'est que malgré la pression sociale, certaines femmes non mariées parvenaient à s'insérer dans l'économie locale par leur travail. Elles devenaient fileuses, sages-femmes, soigneuses, tisseuses ou même tenancières d'auberges dans certains cas. Leur célibat, plutôt que d'être une faiblesse, devenait un atout. Elles n'avaient pas de mari à entretenir, pas d'enfants à nourrir et une certaine liberté de mouvement, relative bien sûr. Vous, par exemple, vendez parfois vos mélanges d'herbes à des femmes enceintes trop fatiguées pour aller jusqu'au prieuré. Vous recousez des tuniques, vous aidez aux accouchements, vous gardez même les chèvres du voisin quand il part boire. Pas par bonté, non. Pour le fromage, c'est un système. Mais cette activité vous place aussi dans une position fragile, car dès qu'une récolte se gâte, dès qu'un enfant tombe malade, il suffit d'un soupçon pour transformer la fileuse en empoisonneuse. Le fil est fin, et pas toujours de votre tissage. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces femmes exerçaient leur métier de plein droit ou sous la tolérance silencieuse des autorités locales. En général, tant qu'elles restaient utiles, on les laissait faire. Mais au moindre dérapage, au moindre conflit avec une figure respectée, leur statut vacillait. L'utilité n'est pas une protection, c'est un prêt à très court terme. L'anecdote marginale du jour concerne une certaine Adéla, fileuse dans les Flandres, qui refusait obstinément de vendre sa laine aux hommes mariés. Elle prétendait qu'il la gâchait toujours. Un jour, l'un d'eux l'a dénoncée comme sorcière. Elle a été convoquée par le prévôt, a sorti tous ses registres de vente, a prouvé qu'elle payait ses taxes et a conclu l'entretien en lui offrant une paire de bas tricotés. Il les a acceptés. Elle a continué à filer. Parfois, le sarcasme est une armure. Vous entrez chez l'apothicaire avec votre air le plus neutre. Il tente une plaisanterie sur votre petit mari invisible. Vous répondez « Il est timide ». Il ne sort que quand vous êtes absent. Il rit jaune, vous prenez vos pièces, vous partez. Sur le chemin du retour, vous vous arrêtez devant la maison de Lucette, la couturière du village. Elle est veuve, elle aussi. Elle ne s'est jamais remariée. Vous discutez un moment, des aiguilles, du temps, du chat du prieur qui vole les rôtis. Et puis elle dit doucement « Tu sais, j'aime bien ma vie comme elle est. Mais parfois, je me dis que si on avait pu choisir, ça aurait été différent. Tu n'as pas choisi ? J'ai choisi de ne pas épouser celui qu'on me proposait, mais pas de rester seul. Vous restez là, en silence, 2 femmes assises sur une marche, entre les choix qu'on fait
et ceux qu'on subit. Puis vous riez toutes les deux quand le chat du prieur traverse la rue avec un morceau de gigot. Décidément. Vous rentrez chez vous, le panier un peu plus plein, l'esprit un peu plus calme. Ce n'est pas facile, cette existence en dehors des lignes. Mais elle a ses plaisirs, le silence du matin, le goût du pain encore chaud, la satisfaction de savoir que votre vie vous appartient, même si elle n'est pas simple, même si elle dérange. Et ce soir, en rangeant vos plantes séchées, vous notez un nom de plus dans votre carnet. Une autre femme comme vous. Une autre vie presque invisible, mais précieuse. Toujours. Le soleil tape un peu trop fort pour une fin de printemps. Vous vous installez à l'ombre de votre cerisier, un petit carnet en main, un brin d'herbe entre les dents. Aujourd'hui, vous ruminez une idée aussi ancienne que le village. Et si vous aviez dû vous marier, mais aviez trouvé un moyen d'y échapper. Pas en courant dans la forêt, pas en devenant invisible, non. En passant par les interstices du système, car même au Moyen-Âge, le mariage n'était pas aussi simple qu'une promesse d'amour ou une pression de la communauté. Il y avait des règles, des conditions, des failles. Le fait historique du jour, c'est que le mariage, dans l'Europe médiévale, était à la fois une institution sociale, religieuse et juridique. Pour être valide, il fallait le consentement des deux parties, oui, y compris de la femme, la capacité légale et parfois un contrat écrit ou une annonce publique des bans. Et chaque étape offrait la possibilité d'un refus, d'une fuite, d'un contournement, à condition de savoir où poser les pieds. Vous vous rappelez cette fille, Judith, qui avait fait croire qu'elle était déjà fiancée à un homme vivant très loin, dans une paroisse sans curé. Elle avait fabriqué un anneau de fer, s'était inventé une correspondance et avait tenu bon. On en riait maintenant. Mais à l'époque, on l'avait crue folle. Pourtant, elle ne s'était jamais mariée. Et elle vit encore, quelque part, entourée de ses oies. Les historiens se disputent encore sur le rôle réel du consentement dans les mariages médiévaux. Certains affirment qu'il était purement théorique pour les femmes, en particulier dans les milieux ruraux. D'autres rappellent qu'un mariage sans consentement mutuel pouvait être annulé par l'Église. Il y a même eu des cas, rares mais notables, où des femmes ont plaidé et gagné leur liberté matrimoniale. C'est ce que vous imaginez aujourd'hui, que vous soyez convoqué par le prévôt, forcé d'épouser un certain Jehan, et que vous décidiez de vous défendre, pas en criant, pas en fuyant, mais en argumentant, calmement, intelligemment. Il ne sait pas lire. Et alors, répondrait-on, moi je sais, et j'aimerais épouser quelqu'un qui comprenne mes notes. Silence. Ou alors, vous prétendez avoir fait vœu de chasteté, secret mais sincère. L'Église respecte cela, parfois, surtout s'il est accompagné d'un petit don en nature, un sac de farine, un pot de miel, une lettre contrefaite signée d'un moine inconnu. L'anecdote du jour nous vient d'Italie. Une jeune femme prétendit qu'elle avait été mariée en rêve par un ange et que toute union terrestre serait adultère. L'évêque local, embarrassé, préféra lui accorder une dispense plutôt que d'entrer dans un débat théologique sans fin. Résultat, elle vécut seule, heureuse et passa pour mystique. Vous n'êtes pas mystique, mais vous connaissez les herbes, les humeurs et les hommes. Vous savez que certains croient ce qu'ils veulent croire, surtout si ça les arrange. Alors vous jouez avec cette logique, doucement, sans en avoir l'air. Un jour, un homme du village, Gaultier, le fils du meunier, vous fait une proposition, pas désagréable. Il n'est pas méchant, il a de bonnes mains et de mauvaises chaussures. Il bredouille un peu. Je me disais que, peut-être, vous l'arrêtez doucement. Tu es gentil, mais non. Il baisse la tête. Il dit, on va dire que tu es difficile. On dit déjà ça, Gaultier. Rien de nouveau. Et vous repartez, légère. Car parfois, la meilleure façon de saboter un mariage, c'est de l'accepter, puis de le faire annuler, en prouvant une promesse préalable, une parenté oubliée, un défaut de consentement. Il y avait même des femmes qui déclaraient avoir été trompées sur la marchandise, comme on dit. L'homme ne possédait pas le terrain promis, ou il s'était révélé violent, ou tout simplement trop ennuyeux. Il fallait du courage, de l'audace, et un peu de chance. Vous avez une autre arme, l'immobilité obstinée. Vous êtes là, toujours. Même quand on voudrait vous voir partir, vous n'élevez pas la voix, vous ne frappez pas du pied.
Vous êtes ce roc tranquille, usé mais invaincu. Et cela aussi, c'est une manière de dire non. Ce soir, en rentrant, vous ouvrez un vieux coffret en bois. Il contient quelques lettres, des promesses, des débuts d'histoire que vous n'avez jamais envoyés. Vous les relisez, certaines font sourire, d'autres piquent un peu. Et puis vous les remettez en place, avec précaution, comme on range des preuves d'une guerre silencieuse qu'on est fier d'avoir menée sans un cri. Il y a un calme étrange aujourd'hui. Pas le silence des jours fériés, ni celui qui précède un orage. Un calme dense, ouaté. Le genre qui donne envie de marcher lentement, de parler à voix basse, de laisser le monde se dérouler sans vous. Vous sortez quand même, un panier sous le bras, votre herboristerie itinérante à l'intérieur. Il y a des jours où vous devez vous rappeler que votre utilité est votre meilleur cap d'invisibilité. Car même si vous êtes seul, vous êtes utile. Et parfois, même valorisé. Le fait historique du jour, c'est qu'au-delà des clichés de rejet ou de méfiance, certaines femmes célibataires, surtout lorsqu'elles vieillissaient sans encombrer, devenaient des figures de confiance. Elles n'étaient ni épouses ni mères, donc, en théorie, impartiales. Elles pouvaient donc devenir entremetteuses, conseillères, guérisseuses, ou même, dans les milieux urbains, espionnes occasionnelles au service d'une guilde ou d'un noble. Vous êtes tout sauf espionne, mais on vous consulte. Pour les douleurs d'estomac, pour les rêves bizarres, pour les boutons suspects, pour les enfants trop turbulents, pour les maris trop silencieux. Vous écoutez, vous hochez la tête, vous préparez un sachet d'herbe avec des gestes lents, comme si chaque feuille portait en elle une part du remède. Et parfois, on vous confie autre chose, comme cette femme, Françoise, qui vous confie qu'elle n'en peut plus. De son mari, de ses grossesses, de sa belle-mère. Elle voudrait partir, mais ne sait pas où. Et vous l'écoutez, vous ne jugez pas. Vous lui parlez du sud, d'un couvent à une journée de cheval, où l'on prend des femmes fatiguées. Vous lui donnez une adresse, un nom. Elle pleure un peu, vous aussi, mais discrètement. Les historiens se disputent encore sur la nature exacte de ces fonctions sociales marginales. Était-ce une reconnaissance tacite ou une manière de parquer les femmes hors normes dans un rôle convenable? Peut-être un peu des deux. Mais il n'en reste pas moins que certaines femmes non mariées occupaient une place réelle dans l'équilibre d'un village. Vous devenez, à votre insu, une sorte de rouage. Ce matin, la vieille Jeanne, presque aveugle mais toujours alerte, vous appelle. « Viens voir, toi. J'ai encore rêvé que les poules parlaient. » Vous riez, vous l'aidez à s'asseoir. Elle vous dit qu'elle vous a vu, dans son rêve, avec des ailes. Vous étiez un oiseau ou un ange, elle ne sait plus. Puis elle vous demande si vous pouvez parler à sa petite fille. Elle est trop vive, dit-elle. Elle ne veut pas se marier, pas maintenant. Elle a 16 ans, elle veut apprendre à lire. Elle est comme toi. C'est grave? Non, dit-elle, c'est rare. Alors vous parlez à la fille, vous lui donnez un livre, une simple prière en latin, rien de compromettant. Elle vous regarde comme si vous lui aviez offert un monde entier. L'anecdote du jour vient d'Espagne. Une femme du nom d'Isabelle était connue pour organiser des rencontres entre jeunes gens timides. Une entremetteuse non mariée. Une contradiction, et pourtant un pilier social. Elle ne s'était jamais mariée, disait-on, parce qu'elle avait trop vu de mariages malheureux. À sa mort, on l'a pleurée comme une tante universelle. Il paraît que son chat a assisté à la messe. Vous n'organisez pas de mariage, mais on vous consulte quand l'amour ne tourne pas rond. On vous demande si telle herbe peut calmer les cœurs blessés. Vous dites que non. Mais qu'un bon bain et du silence, parfois, peuvent faire l'affaire. Et dans tout cela, vous sentez que quelque chose change. Les regards sont moins lourds, les murmures plus lointains. La place que vous avez taillée dans cette communauté s'est stabilisée. Vous êtes encore la femme seule, mais vous êtes aussi celle qui sait. Et cela, dans un monde où tout savoir et pouvoir vous protège. Un soir, alors que vous fermez vos volets, un jeune homme vous aborde. Il rougit, bégaye, puis vous demande s'il peut vous montrer un poème. Il l'a écrit pour une fille. Il ne sait pas si c'est bon. Vous lisez. C'est maladroit, mais touchant. Vous l'encouragez. Il sourit comme si vous veniez de lui tendre une épée magique. Et vous rentrez chez vous avec le sentiment étrange d'être devenu un repère, une balise, une présence stable dans un monde agité. C'est peut-être ça, au fond, votre plus grande victoire, ne pas être parti,
ne pas avoir fui, être restée, debout, constante, utile. Et ce soir, vous préparez une infusion douce avec quelques pétales de coquelicot et vous notez dans votre carnet une phrase que vous aimez bien. Le monde ne sait pas toujours où te ranger, mais il finit par te reconnaître. Ce matin, un messager passe par le village. Il a l'air fatigué, boueux jusqu'au mollet et vaguement impressionné par son propre parchemin scellé. Tout le monde s'approche. Une nouvelle d'importance. Vous gardez vos distances, évidemment. Mais vous écoutez. Une jeune dame de la noblesse voisine, la demoiselle Aliénor, fille du seigneur d'Arcis, a officiellement refusé le mariage proposé par ses parents. Et pas avec n'importe qui. Un baron du Nord, fortuné, influent, et, selon la rumeur, tout à fait imbu de lui-même. La demoiselle a déclaré qu'elle préférait la lecture à la compagnie des rustres. Scandale. Et soudain, vous vous souvenez qu'on oublie souvent. Même dans les châteaux, certaines femmes ont dit non. Des refus coûteux, bruyants, mais bien réels. Le fait historique du jour, c'est que même les femmes nobles, malgré leur richesse ou leur éducation, n'étaient guère plus libres dans leurs choix matrimoniaux. Le mariage était un contrat de pouvoir, une affaire de terre, d'alliance. Refuser, c'était refuser d'être une pièce dans ce jeu de stratégie. Et cela ne se faisait pas sans conséquence. Vous avez entendu parler d'une autre, dans votre jeunesse, Isabelle de Vienne. Elle avait fui en pleine nuit avant ses noces, à cheval, déguisée en écuyer. Elle avait vécu 5 ans, sous un faux nom, dans une abbaye déguisée en homme. Elle avait été découverte, punie, puis finalement oubliée. Le scandale était trop grand. On avait préféré l'effacer. Les historiens se disputent encore sur la portée de ces refus. Étaient-ils des actes isolés de rébellion ou les signes d'un mouvement plus profond ? Il est difficile de le savoir. Les archives des familles nobles sont soigneusement expurgées. Mais parfois, on tombe sur une lettre, un journal, un poème, et l'on comprend que le « non » a traversé les murs des châteaux aussi bien que les haies des chaumières. Et il y a cette chose que vous avez souvent remarquée. Plus une femme est riche, plus son refus est spectaculaire et dangereux. Une anecdote curieuse, une certaine Mathilde de Hainaut aurait, selon une chronique locale, envoyé une paire de chaussures à son prétendant, accompagnée d'un mot disant « Mes pieds ne vont pas là où je ne veux pas ». Elle fut mariée de force 1 an plus tard, mais l'histoire resta. Une petite victoire de style, au moins. Vous pensez à Aliénor, à son geste, à la façon dont tout le village en parle. Les femmes hochent la tête, les hommes ricanent, le curé marmonne quelque chose sur la désobéissance. Et vous, vous souriez dans votre barbe imaginaire. Vous ne la connaissez pas, mais vous l'approuvez. Et vous vous demandez, si vous aviez été né noble, dans une grande maison, auriez-vous eu plus ou moins de liberté ? Vous auriez eu des livres, c'est sûr, peut-être une gouvernante instruite, mais votre main aurait été promise dès l'enfance, et votre volonté décorative au mieux. Alors, votre cabane, vos poules, votre hérisson, vos herbes et vos histoires, peut-être que ce n'est pas si mal. Un après-midi, une carriole s'arrête devant votre jardin. Une dame descend. Elle est vêtue simplement, mais tout en elle respire la noblesse. Posture droite, regard direct, main propre. Elle s'avance, vous tend un petit sac de tissu contenant des racines et dit « On m'a dit que vous saviez préparer une infusion pour la concentration. C'est pour vous ? Non ? Pour ma nièce. Elle lit trop, je préfère qu'elle lise bien. Vous préparez le mélange, elle vous observe. Vous vivez seul ici ? Oui. Depuis longtemps ? Assez. Et c'est supportable ? Vous souriez ? Ça dépend des voisins. Elle rit, doucement. Puis, plus sérieusement, ma nièce a dit qu'elle voulait devenir copiste. Elle a 12 ans. Je veux lui laisser le choix. Vous la regardez partir, touchée. Il existe donc encore des femmes, dans les tours et les manoirs, qui écoutent, qui apprennent, qui refusent, et qui élèvent d'autres femmes pour faire pareil. Ce soir-là, vous écrivez dans votre carnet « Il n'y a pas de mur assez haut pour étouffer un non sincère, même entre les draps brodés d'un lit de château. » Et sous cette phrase, vous dessinez une paire de chaussures abandonnées sur un perron. La nuit tombe plus tôt que d'habitude. Un voile gris s'est glissé entre le soleil et le monde, étouffant les couleurs, assourdissant les sons. C'est un temps à rester au coin du feu, à faire rôtir une pomme et à laisser la mémoire travailler.
Vous allumez quelques chandelles et, sans trop savoir pourquoi, vous ressortez votre vieux recueil de contes. Ceux qu'on vous racontait enfant, ceux qu'on chuchotait au coin de l'âtre, ceux qu'on récitait avec une cuillère en bois à la main et un brin de malice dans l'œil. Vous tournez les pages lentement. Et là, vous le remarquez vraiment pour la première fois. Toutes les femmes seules y finissent mal. Et pas juste un peu. Le fait historique du jour, c'est que les contes et chansons médiévales n'étaient pas de simples divertissements. C'étaient des outils de transmission des normes, des modèles de comportement. Et ils avaient un message clair. Une femme non mariée est un danger ou une victime. Parfois les deux. Vous vous souvenez de la demoiselle à la fenêtre qui refusait tous les prétendants. Elle finit changée en pierre. De la tisserande de brume qui voulait vivre seule dans la forêt. Elle devient une biche, poursuivie à jamais. Et de l'épicière d'ombre qui refusait les avances du seigneur local, elle se retrouve sans voix, condamnée à murmurer dans les murs. Les moralités sont claires et pas très subtiles. Les historiens se disputent encore sur le degré d'influence de ces récits sur la vie réelle. Mais il est certain qu'ils fonctionnaient comme un cœur social, une répétition des règles dans une langue poétique, et ils préparaient les enfants, surtout les filles, à leur rôle attendu. La belle est récompensée, la rebelle punie, la douce épouse survit, la solitaire s'évanouit. Une anecdote étonnante, dans une chanson populaire bretonne du XVe siècle, la jeune fille qui fuit son mariage est poursuivie par un sanglier parlant, symbole de ses responsabilités. Elle finit par l'apprivoiser en l'épousant. Oui, même le sanglier. Vous vous demandez quel conte on écrirait sur vous. Vous y réfléchissez en épluchant une pomme, en écoutant la pluie. Peut-être seriez-vous la femme aux herbes, qui connaît les plantes et les secrets, et qui protège le village sans que personne ne le sache vraiment. Ou peut-être la silencieuse du bord du bois, qui écoute plus qu'elle ne parle, et qu'on finit par respecter sans jamais la comprendre. Il vous amuse de réécrire les fins dans votre tête. La jeune fille à la fenêtre, elle s'ennuyait juste. La pierre lui donne enfin la paix. La tisserande de brume, elle court toujours, mais libre, elle choisit ses sentiers. L'épicière d'ombre, elle murmure encore, mais ce sont des sorts, pas des regrets. Vous prenez votre plume, et vous écrivez votre propre version, une page puis deux. Le feu crépite, vos mots dansent, et dans votre conte, la femme ne se marie pas. Elle ne finit pas punie. Elle devient gardienne d'un jardin oublié où l'on vient chercher conseil, silence et un peu de chaleur. Et personne ne demande jamais pourquoi elle est seule. Un jour, vous montrerez ce conte à Reynelde, ou à la nièce de la dame du manoir, ou à celle qui viendra après. Peut-être qu'elles le liront un soir et se diront que le monde n'a pas une seule forme, qu'on peut être douce sans être docile, qu'on peut aimer sans se lier, qu'on peut exister sans se conformer. Et ce soir, en rangeant votre conte dans un tissu brodé, vous vous dites que si vous ne deviez laisser qu'une seule trace dans ce monde, ce serait celle-là, une histoire avec une fin différente. Le vent souffle plus fort ce soir. Pas un vent menaçant, non. Un vent vif, curieux, un peu joueur. Il soulève les feuilles mortes, fait grincer les volets, glisse sous votre porte, comme pour vérifier si vous êtes toujours là. Vous souriez. Oui, vous êtes toujours là. Et vous n'avez jamais été aussi tranquille. Cela fait des années maintenant que vous vivez seul. Vous n'avez pas fui, vous n'avez pas crié, vous n'avez pas cassé les meubles. Vous êtes resté. Et le monde, lentement, s'est adapté à votre silhouette. Le fait historique du jour, c'est que beaucoup de femmes ayant refusé le mariage n'ont pas fini en prison, ni au bûcher, ni au couvent. Elles ont vieilli, lentement, dans l'ombre des autres. Elles ont continué à vivre, parfois discrètement, parfois intensément, mais toujours à leur façon. Vous êtes de celles-là. Aujourd'hui, vous vous levez plus tard. Vos os grincent un peu, vous ne courez plus au marché, vous cultivez des simples, vous parlez aux enfants qui viennent en cachette, vous demandez des histoires. Vous êtes devenu un personnage, une figure, la dame des orties, la vieille aux recettes, la sorcière gentille, mais chut, faut pas le dire. Et cela vous convient. Les historiens se disputent encore sur la façon dont ces femmes âgées étaient perçues par leur communauté, marginales ou intégrées, étranges ou respectées. Probablement les deux. Tout dépendait du lieu, du contexte, de l'humeur du curé. Mais une chose est sûre,
Elles ont existé, elles ont persisté. Une anecdote que vous aimez particulièrement, dans un village de Provence, une femme nommée Clémence vécut jusqu'à 87 ans sans jamais se marier. On disait qu'elle connaissait le nom de toutes les étoiles visibles et qu'elle faisait fuir les rats en leur parlant en rime. À sa mort, les enfants du village lui firent une guirlande de châtaignes et de coquillages. Elle n'avait pas de tombe, juste un banc. Son banc. Vous avez votre banc aussi, face au soleil couchant. Vous y passez de longs moments à écouter les oiseaux, à caresser le vieux chat errant qui a décidé que votre paillasson était à lui. Et surtout, vous avez la paix. Personne ne vous demande plus pourquoi. On vous accepte comme un meuble un peu ancien, mais utile. On vous consulte. On vous laisse tranquille. Parfois, on vous remercie. Un matin, Reynelde, qui a bien grandi maintenant, revient vous voir. Elle étudie à la ville, elle lit des livres en langues étrangères, elle parle vite, mais elle n'a pas oublié. Elle vous dit « J'ai dit à mon professeur que je voulais écrire sur les femmes comme vous, celles dont on ne parle pas. » Vous haussez les épaules. Il n'y a pas grand-chose à dire. « Justement, répond-elle, c'est ça, le plus précieux. Vous lui offrez une tasse de tisane, elle s'installe, et vous parlez, doucement, sans gloire, sans regret, avec cette sérénité étrange que seul le temps accorde, et lorsque la nuit tombe ce soir-là, vous allumez une seule bougie. Elle éclaire peu, mais suffit. Vous êtes seul, par choix, par persistance, par vérité, et vous n'échangeriez votre silence contre aucun banquet. Alors maintenant, laisse tomber tes épaules, laisse ton front se relâcher. Tout est calme, tout est doux. Tu as suivi cette femme jusqu'au bout de sa vie tranquille. Tu l'as vue marcher entre les soupçons, les traditions, les saisons. Tu l'as entendue refuser sans crier, dire non avec le geste lent d'une cuillère, le souffle d'une tisane, le silence d'une présence. Elle n'a rien revendiqué, sauf sa place au monde. Elle n'a rien conquis, sauf sa paix. Tu peux imaginer sa maison, là, au bord du village, les volets clos, le feu dans l'âtre, le grincement du bois sous ses pas. Tu peux imaginer son odeur de menthe séchée, de pain tiède, de papier froissé. Elle est peut-être assise, là, en ce moment même, dans un coin de ta mémoire, à tricoter sans fin une étole faite d'oubli et de liberté. Tu peux t'endormir avec elle. Elle veille. Il n'y aura pas de bruit, pas de moralité, juste le souffle du vent sur un toit ancien. Et toi, qui dors enfin.